Vous voyez, avant de faire cette vidéo, j'étais face à un problème. Depuis un bout de temps, je voulais aborder le sujet du phénomène des vlogs, mais en soi, j'en avais à peine regardé une dizaine par le passé, car ça m'avait vite gavé. Or, ça m'embêtait de parler d'un sujet sur lequel au final je n'avais que des a priori et des préjugés, car je ne m'y étais pas intéressé de plus près. Donc j'ai fait la même chose que j'avais faite pour ma vidéo sur les attentats de Paris et la religion musulmane, en lisant le Coran entièrement. Je me suis plongé à fond dans le sujet pour ne pas dire de conneries. Et pour réaliser cette vidéo, j'ai donc regardé au préalable plus de 330 vlogs d'une dizaine de vlogueurs différents. J'ai fait une vlogueur dose, mais j'ai été agréablement surpris par certains. Et maintenant dans mes recommandations, j'ai que des vlogs, super. Avant de commencer, sachez que je vais encore citer des pseudos de youtubeurs dans cette vidéo, n'en déplaise à certains qui s'en étaient plaints sous ma dernière vidéo, car soi-disant, ça se fait pas. Ce qui me fait rire, c'est que je dis juste tout fort ce que tout le monde pense tout bas. La majorité des gros youtubeurs pensent la même chose, mais ne veulent citer personne pour ne pas faire de polémique et ne pas avoir de problème. Mais il y a un moment, faut arrêter de faire dans le politiquement correct. Et d'ailleurs, j'ai eu des retours de certains youtubeurs que j'ai pu citer. Par exemple, celui de Dridox, qui m'a avoué que ça lui avait permis de se remettre en question, et qu'il allait à présent changer. Donc vous voyez, parfois il vaut mieux citer des noms au risque d'en offenser certains, plutôt que de rester tout le temps neutre ou de ne faire que des sous-entendus avec des formulations adoucies. C'est d'ailleurs notre bon vieux Albert Einstein qui disait « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire ». Bon, bien sûr, le mal qu'apporte le phénomène putaclic est dérisoire comparé à celui des guerres dans le monde par exemple, mais l'idée est là. Et puis quand je cite les pseudos des youtubeurs, je vise leur chaîne, pas les personnes derrière. De ce que j'ai pu voir en plus, la plupart ont un bon fond, mais c'est juste certaines de leurs vidéos qui me font grincer des dents. Le but de mes vidéos n'est en aucun cas de porter un jugement négatif sur les personnes citées, mais de remettre en question des systèmes qui se généralisent sur internet jusqu'à devenir des vrais phénomènes. Bon sinon, les vlogs. Vous avez été nombreux à me dire que j'avais oublié d'en parler dans ma vidéo sur les mods, donc là, vous allez pas être déçus. Alors déjà, qu'est-ce qu'un vlog en soi? C'est une question à la fois simple, mais pas si inutile, car très peu étudiée au final, à tel point que ce mot ne possède pas encore son entrée Wikipédia. Vous ne tomberez que sur la page blog vidéo, qui d'ailleurs n'apporte rien niveau contenu. Concernant l'origine du mot vlog, il nous vient de la contraction de vidéo et blog, le mot blog étant lui-même une contraction du mot weblog, lui-même étant une contraction des mots web et log, ce dernier voulant dire journal ou livre de bord. Enfin bon, pour certains je dirais plus qu'il s'agit de la contraction des mots vie et blog, si vous voyez ce que je veux dire. Le problème avec ce mot, qui signifie au final blog vidéo, c'est que ça englobe une bonne partie des vidéos sur YouTube. Par exemple, pour certains sites web, Norman et Cyprien sont des vlogueurs, leurs podcasts sont considérés comme des vlogs. Les critiques de films de In the Panda ou du Fossoyeur de films pourraient elles aussi être considérées comme des vlogs. Et d'ailleurs, Durandal l'a bien compris en nommant ses critiques ainsi. Les vidéos de Bonjour Tristesse sont elles aussi des vlogs à proprement parler. Idem pour les vidéos de vulgarisation. Même mes vidéos pourraient être considérées comme des vlogs selon la définition type. C'est pourquoi je voudrais bien souligner que je vais parler dans cette vidéo uniquement des vidéos où les youtubeurs racontent leur vie et partagent leurs instants. Le concept du vlog le plus connu quoi. Aujourd'hui, ce terme est en effet plus synonyme de journal intime que d'une vidéo podcast. Cette pratique consiste à se filmer au quotidien, armé de sa perche à selfie, afin de montrer des événements exceptionnels ou au contraire afficher un train de vie classique. Et ce concept est lui-même divisé en plusieurs types. Il y a d'abord les vlogs de voyage ou d'événements, comme celui de Norman à Dubaï ou celui de Squeezie à la Video City Paris. Il y a ensuite les vlogs de vie, qui constituent plutôt des témoignages concernant une évolution majeure dans l'existence de la personne concernée. Beaucoup de youtubeuses ont par exemple parlé en vidéo de leur harcèlement à l'école et de la façon dont elles s'en étaient sorties. Puis il y a les weekly vlogs, qui compilent plusieurs segments de la semaine, avec souvent à la fin un petit blabla du vidéaste pour en faire le bilan. Et enfin, il y a les daily vlogs, qui sont tout simplement des vidéos de la vie de tous les jours. C'est surtout ce type de vidéo que j'avais en tête quand je projetais de faire ma vidéo sur le phénomène des vlogs. Je vais donc principalement parler de ces derniers. Au niveau mondial, les 4 vlogueurs les plus connus sont Roman Atwood, Zoella, Teacher Joe et Kaizen Nestat. En France, nous avons Marie, plus connue sous le pseudo Angel Phoenix, la youtubeuse beauté la plus connue en France et l'une des premières surtout. Nous avons ensuite Anil, plus connu sous le pseudo Wartech, qui s'est fait connaître par le passé sur les jeux Call of Duty, dans lesquels il était l'un des meilleurs snipers de France. Sa chaîne principale est maintenant axée sur tout type de FPS. Nous avons Caroline et Safia, qui se sont d'ailleurs à moitié séparées il y a un mois. Je dis à moitié car elles continuent quand même de poster chacune sur leur chaîne principale et leur chaîne de vlog, bien que Safia ait lancé sa propre chaîne il y a quelques jours. Et enfin, nous avons Léa, plus connue sous le pseudo Je ne suis pas jolie, qui a pratiqué le daily vlogging pendant un an sur sa chaîne secondaire Je ne suis pas bavarde. Bien sûr, Marie, Caroline et Safia sont également très adeptes du daily vlog, particulièrement en décembre avec leur vlogmas. Anil, quant
quant à lui, fait depuis 2-3 mois du daily vlog quasiment en continu. Eh oui, ça fait 30 vidéos par mois tout ça. Mais ne vous fixez pas trop sur ces 5 vidéastes, il y en a des centaines d'autres qui vloguent également. C'est devenu une vraie mode en France depuis 2014. Alors bien sûr, je parle d'une mode apparue à cette période, mais il en va de soi qu'il existait des vlogs bien avant. On peut même dire que la première vidéo sur YouTube était un vlog. Eh oui. Ce qui est nouveau par contre, c'est la démocratisation de ce type de vidéo sur YouTube. Jusqu'en fin 2013, les vlogs existaient, mais étaient très occasionnels et n'avaient pas la forme que nous connaissons aujourd'hui. À cette époque, les youtubeurs créaient leur contenu principal et parfois, à côté, en bonus, montraient une petite partie de leur vie lorsqu'ils se déplaçaient dans un autre pays ou à l'occasion d'événements spéciaux tels que la Paris Games Week. Aujourd'hui, il y a des centaines de chaînes spécialisées dans les vlogs et qui retracent pour la plupart plus la vie de tous les jours que des gros événements. Ce phénomène de mode, qui a commencé en France en 2014, est apparu pour plusieurs raisons. Déjà, ce concept nous vient d'outre-mer, particulièrement des États-Unis, comme 99% des autres concepts qu'on a actuellement en France. Et oui, que ce soit les podcasts, les vidéos gaming, les tutos beauté, la vulgarisation, les défis, les challenges, les tags, les vidéos du type SLG ou What the Cut, tout ça nous vient des Américains qui ont toujours 2-3 ans d'avance sur nous, et les vlogs ne dérogent pas à la règle. Or aux États-Unis, les vlogs qu'on connaît aujourd'hui sont apparus en 2011-2012, et donc irrémédiablement 2 ans plus tard en France. Autre facteur de ce phénomène de mode, l'avancée technologique, avec la généralisation de l'internet haut débit dans les foyers, la popularisation de YouTube et la facilité de création vidéo due à l'amélioration des technologies et du prix décroissant des appareils vidéo. On peut même à présent filmer en Full HD avec la plupart des portables maintenant. Troisièmement, une bonne partie des spectateurs sur YouTube s'intéressent à présent plus au vidéaste en lui-même qu'au contenu qu'il propose. Il y a encore 2-3 ans, la demande du spectateur était à 90% orientée vers le contenu que proposait le vidéaste et non vers la personnalité de ce dernier. Or cette demande s'est inversée au fil du temps et certains l'ont bien senti et ont aussitôt réagi en créant des chaînes entièrement dédiées à leur vie personnelle, plus si personnelle que ça à présent. Certains ont même peu à peu délaissé leur chaîne principale pour se consacrer d'autant plus à leur chaîne de vlog, ce qui montre bien l'ampleur du phénomène. Bien sûr, les youtubeuses beauté en sont les plus grandes adeptes. Quatrième point qui explique cet engouement pour les vlogs, c'est leur qualité qui ne cesse d'augmenter. L'un des plus grands influenceurs de ces vlogs nouvelle génération est l'américain Casey Neistat, qui a complètement révolutionné ces derniers pour les rendre le plus attractifs possible, avec une caméra de très bonne qualité, un montage épuré et une musique d'ambiance qui fait voyager. C'est vrai que quand on pense au vlog, on a en tête des vidéos peu travaillées, prises sur le vif, avec un montage des plus simplistes. Or tout ceci est en train de changer petit à petit. Anil est par exemple le vlogueur français qui arrive à se démarquer le plus de cette manière, avec ses vlogs bien montés et avec une très bonne qualité visuelle. Le cinquième facteur, c'est le fait que les personnes préfèrent regarder une vidéo que de lire un article sur un blog. Les ancêtres des vlogs d'aujourd'hui sont en quelque sorte les blogs d'hier, qui ont été délaissés petit à petit par les internautes au profit du format vidéo, qui nécessite moins de concentration que pour la lecture. On passe du lisible au visible. Et oui, c'est toujours la solution de facilité qui s'impose dans notre société. Le sixième point, qui fait d'ailleurs la grande force des daily vlogs, c'est l'activité quasi journalière des vlogs, qui crée alors un attachement du spectateur et donc à terme la fidélisation de celui-ci. Rien ne vaut une fréquence de publication quotidienne pour rapidement fédérer une audience fidèle. Le daily vlog est ainsi le format le plus efficace comparé aux autres types de vlogs, et certains l'ont bien compris. Le daily vlog est en train de s'imposer de plus en plus sur toutes les chaînes de vlog. Le septième facteur, c'est le fait que le spectateur d'aujourd'hui préfère le rapide à consommer, particulièrement sur le web. Les vidéos les plus courtes sont souvent les plus appréciées, mis à part quelques exceptions qui confirment la règle. Sur YouTube, une vidéo qui dépasse 8 minutes est considérée comme longue pour beaucoup de spectateurs. Par exemple, mes analyses YouTube durent quasiment toutes plus de 13 minutes, et certaines vont même jusqu'à 20 minutes. Pareil pour ma vidéo sur les échecs qui fait 20 minutes, ou encore ma vidéo sur les rats qui en fait 22. Beaucoup zappent donc avant que la vidéo se termine. Or il faut savoir que l'algorithme de YouTube prend beaucoup en compte le pourcentage de visionnage d'une vidéo pour constater l'efficacité de celle-ci. Les vidéos longues ont donc un énorme désavantage à ce niveau-là. C'est vrai qu'à la place d'aborder plusieurs sujets en même temps en une seule vidéo, il me serait tout à fait possible de parler d'un seul sujet à la fois pour faire plus de vidéos et plus courtes. Mais avec cette méthode, je ne ferai que survoler les thèmes abordés. Comme d'habitude, on en revient toujours sur la question de la qualité ou la quantité. Bref, pour revenir au vlog, la majorité d'entre eux sont assez courts, dû en partie au fait qu'il faille en poster tous les jours pour certains. Et donc sur YouTube, ça répond parfaitement à la demande générale. Et le huitième et dernier point, c'est tout simplement que nous vivons dans une société de plus en plus voyeuriste. Il n'y a qu'à constater le succès de la télé-réalité pour s'en apercevoir. Les vlogs sont donc parfaitement ancrés dans l'air du temps. Ainsi, plus besoin de s'étonner sur le succès des vlogs lorsqu'on ressort ces 8 facteurs. Alors ce que j'ai beaucoup entendu dire aussi, c'est que les vlogs d'aujourd'hui tels qu'on les connaît sont en fait des skyblogs 2.0. Pour les plus jeunes qui n'auraient pas connu l'époque des skyblogs, sachez que ces derniers ont été un vrai phénomène de mode de 2005 à 2010. Leur succès reposait sur la simplicité de la mise en page et de l'interface d'administration du blog, qui a donc attiré bon nombre de débutants et principalement les adolescents. Selon l'organisme de mesure Comscore, Skyrock.com était le 7e réseau mondial dans le monde en juin 2008, avec plus
de 21 millions de visiteurs. Début 2010, il y avait 32 millions de blogs pour 690 millions d'articles et 4 milliards et demi de commentaires. Au passage, chaque Skyblog était bourré de bannières de pub et Adblock n'existait pas à l'époque. La radio a dû se faire un fric monstrueux. Bref, tout ça pour vous dire que c'était pas une petite mode. Mais comparer les vlogs d'aujourd'hui avec les Skyblogs, ça m'embête un peu car c'est pas le même impact. En effet, la majorité des Skyblogs d'autrefois étaient surtout destinés aux amis et à la famille. La plupart partageaient des photos de vacances, de sorties et de soirées. Le blogueur et les visiteurs se connaissaient déjà au préalable dans la vraie vie. Les Skyblogs étaient donc déjà en soi moins égocentriques que les vlogs sur YouTube. Leur vocation était avant tout sociale. On créait un blog pour communiquer, pour maintenir un contact permanent avec ses amis réels. Enfin, du moins, c'était l'utilité de la majorité des Skyblogs. La différence avec les vlogs, vous l'aurez compris, c'est que ces derniers sont partagés avec des centaines de milliers d'inconnus, voire des millions pour certains, ce qui n'est plus du tout la même chose. Bon, par contre, il est vrai qu'il existait des Skyblogs de couple, comme il existe aujourd'hui des chaînes YouTube de couple. Et puis, il faut également avoir en tête qu'avec la démocratisation du web, il est plus facile de tomber sur des cas qu'auparavant. Quand on était jeune en 2005 et qu'on faisait des conneries, ça restait dans le cercle d'amis. Aujourd'hui, tout est filmé, en particulier les conneries, et c'est ce qui donne l'impression que les jeunes d'aujourd'hui sont plus bêtes que les anciens, alors qu'en fait non, leurs bêtises sont juste plus visibles avec le web. Bref, maintenant qu'on a vu ce qu'étaient les vlogs et les raisons de leur succès, on peut s'attaquer au cœur du sujet, à savoir, est-ce que les vlogs sont moralement corrects? Il y a en effet beaucoup de controverses à leur sujet, en particulier concernant la vie privée, et c'est ce que nous allons voir. Commençons par les points négatifs. On va mettre de côté les vlogs de voyage et d'événements et les vlogs de vie, car en soi ils peuvent avoir un intérêt, que ce soit pour découvrir un nouveau pays, voir les coulisses d'un événement, ou encore apprendre des témoignages des autres. On va donc ici se concentrer sur les weekly vlogs et surtout les daily vlogs. Si en soi chacun fait bien ce qu'il veut de sa vie, je trouve la tournure que prennent ce type de vlog assez gênante, et parfois même dangereuse. Est-ce normal après avoir vu les vlogs de certains que je sache dans quel quartier ils habitent? Que je connaisse le nom de leurs proches? Que j'ai une représentation graphique de leur appartement dans ma tête? Que je connaisse leur emploi du temps? Que je sache quelle vue on a depuis leur chambre? Afficher des détails de son quotidien, aussi inoffensifs soient-ils, peut vite devenir dangereux. Ces informations peuvent par exemple s'avérer très utiles pour de potentiels cambrioleurs, qui savent en plus, grâce à ces vidéos, quand le vlogueur est absent de chez lui et pour combien de temps. Autre exemple, la polémique qui avait éclaté fin 2014 suite à un vlog de deux youtubeuses assez connues où le père fait irruption dans la salle de bain, caméra à la main, alors que sa fille prend une douche. Une fois le vlog mis en ligne et partagé à des centaines de milliers d'abonnés, des commentaires haineux et déplacés sont alors prononcés. On parle d'inceste, de pédophilie, de pornographie et même de psychopathe. Les filles sortent alors une vidéo coup de gueule pour dire à leurs abonnés de se mêler de ce qui les regarde et que leur vie ne les regardait pas. Ce à quoi bon nombre ont répondu que c'est elles qui avaient fait le choix d'exposer leur vie privée sur le web et qu'il fallait en assumer les conséquences. Les filles arrêteront alors les vlogs suite à cette altercation et reprendront quelques semaines plus tard. Cet événement a fait réaliser à certains et certaines que finalement, étaler sa vie privée sur internet n'était pas aussi sain et pouvait avoir des revers. De ce que j'ai compris de cette affaire, les gens leur ont surtout reproché de ne pas avoir coupé cette scène au montage et de l'avoir postée sur YouTube pour la partager à des centaines de milliers de personnes. Deux exemples donc qui montrent qu'étaler sa vie privée dans le domaine public n'est pas sans danger. Mais pourtant aujourd'hui, exposer sa vie privée à des centaines de milliers, voire des millions d'inconnus ne semble plus effrayer personne. Autre point négatif, l'impression de narcissisme qui s'en dégage. À force de filmer sa tête en selfie tous les jours, le vidéaste peut très vite donner l'impression d'être imbu de sa personne, en particulier lorsqu'il s'agit de personnes peu connues. En effet, on peut encore se dire qu'il y a une utilité pour certaines personnes très connues à partager certains segments de leur vie à leurs abonnés pour diverses raisons qu'on abordera plus tard. Mais une personne lambda qui se lance entièrement dans les vlogs fait un peu tâche. On a du mal à comprendre la raison, et c'est par exemple le cas du streamer Tsukio Power, dont notre cher Antox Colaboy s'est fait une joie d'en parler dans une de ses vidéos. Je vous mettrai le lien dans la description. Notre société individualiste n'arrange en rien non plus ce phénomène. Parler de soi sur le net est presque à la mode et il est encore plus lorsque c'est spontané. On peut également parfois avoir l'impression que la personne le fait plus pour montrer sa vie souvent parfaite que pour réellement partager ses moments, ce qui est un peu pervers. Après, comme d'habitude, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Et puis entre nous, d'un côté on va leur reprocher de filmer des choses exceptionnelles pour se la raconter ou se donner une image, et de l'autre on leur reproche aussi de filmer des choses banales. Donc bon. Au contraire, certains daily vlogs permettent de mettre en avant que les vidéastes, même connus, savent rester simples. Autre point négatif, le fait que tous les vlogueurs ne peuvent être 100% sincères dans leurs vlogs. Et en soi, ce n'est pas de leur faute, car c'est humainement impossible d'être 100% sincère et naturel devant une caméra. Vous aurez beau vous forcer à être le plus naturel possible, vos faits et gestes
tiendront toujours inconsciemment compte de la caméra. Et puis d'ailleurs, on peut tout simplement se poser cette question, est-ce que le vlogueur serait allé à tel endroit, aurait fait telle chose à tel moment, s'il n'avait pas fait de vlog en même temps? Inconsciemment ou non, certains font plus d'activités pour remplir leur vlog, et c'est normal, mais irrémédiablement, ça joue sur l'authenticité que certains prônent haut et fort. Et enfin, dernier point négatif, celui du principe, pour les daily vlogs, de mettre en ligne coûte que coûte une vidéo tous les jours. Le problème qui se pose, c'est est-ce que les daily vlogueurs ont un contenu vraiment intéressant à mettre en ligne tous les jours? La réponse est non, c'est impossible, à moins de vous appeler Obama ou Dan Bilzerian. Alors je déteste le terme vlog parce que je vais être très honnête avec vous, me filmer tous les jours et faire « Salut tout le monde, alors aujourd'hui je ne fais rien, mais je vais vous faire croire que ce que je fais c'est exceptionnel » et tous les jours faire un vlog juste pour faire un vlog tous les jours, alors qu'honnêtement bah, c'est pas l'aventure tous les jours, hein, faut pas se voiler la face, hein. Ça m'intéresse pas. Et ça vous intéresse certainement pas non plus. Plus vous faites de vidéos, et plus on vous retrouvera, c'est sûr, mais quel est l'intérêt de faire des vidéos pour faire des vidéos? L'important ne devient plus le contenu, et c'est là où ça pose problème. Enfin, tout dépend du point de vue, car du côté du vidéaste, c'est souvent tout bénef pour lui. On va se pencher particulièrement sur les gros youtubeurs qui se sont lancés dans les vlogs, ou carrément dans les chaînes secondaires entièrement dédiées aux vlogs. Pour certains d'entre eux, tout ceci part d'une stratégie de communication bien pensée. Avec les vlogs, et surtout les daily vlogs, les youtubeurs célèbres créent une relation privilégiée avec leurs abonnés. Ils partagent leur intimité avec eux comme ils le feraient avec des proches. Ils apparaissent ainsi plus accessibles et plus normaux. Les youtubeuses beauté n'hésitent pas par exemple à faire découvrir à leurs abonnés une facette plus intime d'elles-mêmes, en se filmant sans maquillage, en pyjama. L'authenticité n'en est alors que plus forte. On s'attache très facilement à leurs confidences et au fait qu'on découvre finalement que ce sont des personnes qui ont des soucis et des ennuis tout comme nous. C'est un moyen de créer de la proximité de façon plus ou moins consciente. Les spectateurs ont alors l'impression d'être leurs confidents, si ce n'est leurs amis. Et ce lien de proximité est essentiel dans le pouvoir d'influence. Les spectateurs ont alors plus confiance en le vidéaste et sont donc plus enclins à succomber au placement de produits du dit vidéaste sur sa chaîne principale. Ils deviennent une cible beaucoup plus atteignable. Je peux vous dire que même moi qui suis réticent au vlog, lorsque j'en enchaînais une cinquantaine d'une même personne, eh bien à la fin j'étais complètement attaché à celle-ci. Je me suis même surpris à en regarder plus que prévu car j'étais curieux de voir ses autres journées. Et pourtant j'ai 24 ans et j'essaye toujours de prendre un certain recul sur les choses. Et c'est là où je me rends compte que cet attachement doit être 10 fois plus fort sur des jeunes de 10 à 16 ans qui représentent en plus, je le rappelle, la majorité des spectateurs sur YouTube. Au départ, la majorité des chaînes secondaires de vlog avaient été créées dans l'optique de faire patienter les abonnés entre deux grosses vidéos sur la chaîne principale, avec 2-3 vlogs entre deux, ce qui permettait de garder et d'entretenir leur réseau de fans. Comme beaucoup le disent, la régularité sur YouTube est un énorme plus pour s'assurer la fidélité du public et continuer son ascension. C'est la raison pour laquelle la plupart des vidéastes se sont imposés un rythme de sortie de vidéos. Ça peut aller d'une vidéo par jour à une vidéo par semaine ou toutes les 2 semaines, d'où l'utilité des vlogs dans ce cas pour continuer à être actif entre deux. D'autres le font aussi beaucoup avec leur story Snapchat. Le tout est de ne pas passer dans l'oubli, car ça arrive plus vite qu'on ne le croit. C'est pourquoi, je le répète, les daily vlogs ont un potentiel immense dans la fidélisation du public. En plus de ça, ces derniers permettent parfois au vidéaste d'avoir au final plus de vues au total sur sa chaîne secondaire que sur sa chaîne principale, car ces vlogs ont beau avoir moins de vues que ses vidéos travaillées sur sa chaîne principale, le fait qu'il y en ait tous les jours engrange plus de vues et d'argent à la fin du mois que certaines chaînes principales. Par exemple, Squeezie, qui a moins d'abonnés que Norman et Cyprien, fait pourtant beaucoup plus de vues qu'eux au total, car son rythme de sortie de vidéo est beaucoup plus intensif. Ce qui est assez fascinant et qui montre bien l'ampleur du phénomène des vlogs, c'est que certains vidéastes assez connus délaissent même un peu parfois leur chaîne principale pour se consacrer d'autant plus à leurs vlogs sur leur chaîne secondaire, qui ne devient plus si secondaire que ça. Anil en est l'exemple flagrant. Bien qu'il continue à être actif sur sa chaîne principale, il l'est beaucoup moins que par le passé depuis qu'il s'est lancé dans les daily vlogs sur sa chaîne secondaire. D'ailleurs, j'ai un peu crié au complot et à la manipulation ces dernières minutes, mais il en va de soi que les vlogueurs ne sont pas tous comme ça. Certains vloguent tout simplement pour faire plaisir à leurs abonnés ou même pour se faire plaisir eux-mêmes. Et c'est le cas d'Anil, on sent bien qu'il vlogue par plaisir et non pour être toujours actif ou gagner la confiance de ses abonnés. Lorsque je me suis forcé à regarder plus de 300 vlogs avant d'écrire cette vidéo, c'est vraiment lui qui m'a agréablement surpris, avec son authenticité et la qualité visuelle de ses vlogs. Alors ce qui se dit aussi régulièrement, c'est que les vlogs d'aujourd'hui sont finalement de la télé-réalité 2.0. Pour ma part, je dirais, tout dépend ce qu'on entend par là. En effet, on y retrouve certaines similitudes, comme la vie des autres filmée et ce même désir de voyeurisme qui alimente les spectateurs, mais ça s'arrête là. Déjà, la plupart des télé-réalités filment des personnes qui ne sont pas chez elles, mais dans un château ou une grande maison. Il n'est donc pas question ici de leur vie privée au sens strict. C'est déjà là une grande différence avec les vlogs, dans lesquels on voit pour la plupart l'appartement de la personne, ses amis, sa famille, etc. Deuxième différence, dans le cas de la télé-réalité, tout est souvent scénarisé et tous les dérapages contrôlés, alors que dans le cas des vlogs, on est déjà un peu plus dans l'authenticité. Après, il faut quand même faire attention, comme je l'ai dit, certains vlogueurs ne sont parfois pas si honnêtes
honnête que ça. On peut prendre en exemple un cas assez célèbre dans l'histoire du vlogging qui a prouvé que les apparences pouvaient être trompeuses, celui de Lonely Girl 15, de juin 2006 à août 2008. Et oui, les vlogs existaient déjà sur YouTube milieu 2006. Lonely Girl 15 fut justement l'une des premières vlogueuses sur cette plateforme. Par l'aspect personnel et sincère de ses vidéos, elle conquiert rapidement la communauté YouTube, jusqu'à ce qu'on découvre, suite à quelques détails mal dissimulés, qu'il s'agissait en fait d'une actrice engagée pour ce qui était en fait une fiction, avec derrière un scénariste et un réalisateur. Les abonnés ont bien sûr mal digéré cette découverte, la plupart ne concevaient pas la possibilité qu'elle ne soit pas juste une adolescente devant sa webcam. Cette affaire le prouve une énième fois, The medium is the message. Le récit était crédible parce qu'il était au format vlog, tout simplement. L'amateurisme est indissociable du concept de vlog puisque n'importe qui peut participer, mais elle vient aussi accentuer l'impression de vérité qu'il véhicule. Bon, bien sûr, ça reste un cas exceptionnel, la plupart des vlogs sont beaucoup plus authentiques que la télé-réalité, et c'est d'ailleurs ce qui attire de plus en plus. Les gens sont saturés de voir des choses orchestrées de toutes pièces, ils veulent du concret, du quotidien. Difficile de savoir si la télé-réalité a créé une génération de petits voyeurs ou l'inverse. Ce qui est sûr par contre, c'est que le phénomène séduit, et il faut avoir en tête que certaines youtubeuses sont aujourd'hui aussi populaires auprès des jeunes filles que certaines chanteuses ou actrices très connues. Leurs vlogs n'en sont donc que d'autant plus appréciés. Autre différence avec la télé-réalité, les montages sont réalisés par les personnes mêmes de la vidéo. Ils choisissent ainsi ce qu'ils acceptent de dévoiler ou non, et c'est ce qui fait la richesse de l'identité numérique et son pouvoir. Il faut savoir d'abord que dans mes vlogs et dans la plupart des vlogs que vous voyez, on choisit de vous montrer ce qu'on veut. Sachez que ce que vous voyez, c'est ce qu'on vous montre. Je vous montre pas tout, vous avez jamais vu mes parents, vous avez jamais vu pas mal de choses dans ma vie. Et voilà, je pense que c'est aussi le but, c'est de garder des choses qui font partie de ma vie privée et de pas tout exposer. Tout simplement pour pas avoir un jugement sur des choses sur lesquelles j'aimerais pas avoir un jugement. Ainsi, malgré la première impression qu'on peut en avoir, la majorité des vlogueurs se fixent une limite concernant les infos données pour ne pas que ça leur porte préjudice. Ils ont toujours la possibilité de rectifier au montage ce qui se trouve être finalement trop privé. N'oubliez pas qu'à partir du moment où un contenu est mis sur le web, il est offert à l'espace public. Le reprendre et se l'approprier est condamnable, mais le conserver n'est pas un délit. Serez-vous totalement à l'aise avec l'idée que certaines photos ou vidéos de vous aient pu être conservées par des inconnus? Il faut être conscient que sur internet, on peut aisément garder des traces, et que supprimer une photo ou une vidéo de vous n'est pas gage d'une suppression définitive. Je suis persuadé que certains vlogueurs assez jeunes n'ont pas conscience de l'ampleur de leur notoriété. Vu qu'ils rencontrent rarement leurs abonnés dans la vie réelle, tout ceci semble virtuel et inoffensif, ce qui peut expliquer en partie cette surexposition de leur intimité. Bref, lorsque j'étais en train de regarder tous ces vlogs, je me suis demandé comment ils faisaient pour vivre constamment avec une caméra à bout de bras. J'aurais personnellement l'impression de survoler les événements au lieu de pleinement en profiter. De toute façon, malheureusement, on retrouve ça partout à présent, que ce soit pour les concerts, les visites et j'en passe. La plupart regardent plus le rendu de leur caméra que ce qu'ils ont en face. Ce qui me choque le plus, c'est certaines stories Snapchat. J'en vois souvent certains qui se filment en train de danser en boîte de nuit par exemple. Ça me rend fou, j'ai envie de leur dire d'arrêter de se filmer pour se montrer aux autres et de profiter un peu de l'instant présent. Mais bon, on se serait parlé dans le vide dans une société comme la nôtre. Ah oui, je suis tombé aussi sur des vlogs où la vlogueuse était avec une autre vlogueuse et au lieu de se parler toutes les deux, elles étaient avec leur caméra à bout de bras en train de parler à l'objectif. Grosse mise en abîme poussée à l'extrême où l'on filme quelqu'un qui est également en train de filmer quelqu'un qui filme quelqu'un. Personnellement, je trouve ça plus gênant qu'autre chose. Plus personne ne se préoccupe de personne, c'est le narcissisme 2.0. Je vis ma vie du bout de ma caméra. Il faut faire attention à ne pas vivre à travers ces vlogs par procuration. Bon, et je vais finir sur une petite touche positive quand même, car depuis le début, je suis un peu alarmiste, j'avoue. J'ai pu constater que les vlogs n'étaient pas si horribles que ça pour certains. Suite à pas mal d'a priori, les vlogs sont traditionnellement associés à la piètre qualité. C'est vrai pour la plupart, mais pas pour tous, et comme je le disais, ces derniers sont de plus en plus soignés. Il faut toujours distinguer l'outil de l'artisan, ce n'est pas la faute des forges s'il y a de mauvais forgerons. Il ne faut pas confondre contenant et contenu, comme je l'avais fait remarquer avec les vidéos top. Et puis on a le droit de se faire plaisir comme on le veut tant qu'on respecte autrui. Or je ne vois aucune violation de ce genre dans les vlogs puisque rien n'oblige à les visionner. Le problème reste par contre celui que j'avais soulevé dans ma vidéo sur la qualité, qui est que les vlogs commencent à être mis plus en avant par l'algorithme de YouTube au détriment des autres vidéos avec du véritable contenu. Et puis il en va de soi que cette mode des vlogs n'aide pas à atténuer l'individualisme de notre société, bien au contraire. Allez, on va se quitter sur ça, comme je le dis souvent, je n'ai pas la science infuse, mes analyses et mes avis ne sont pas des vérités universelles, essayez toujours de vous faire votre propre avis sur ce sujet, c'est toujours mieux. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai un sujet beaucoup plus grave que les vlogs, les enfants sur YouTube. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je n'ai pas parlé des vlogs en famille dans cette vidéo, je garde ça pour la prochaine. Allez, salut tout le monde!